Moi, j'aimerais vous entendre effectivement à la fois sur ces problèmes généraux de l'économie du livre numérique et notamment de l'évolution du droit d'auteur qui doit lui être associé. Oui, peut-être deux, trois points. Revenir aux fondamentaux du numérique. C'est-à-dire le numérique déplace la valeur vers des acteurs qui sont nouveaux et qui ne sont pas nécessairement les preneurs de risques, les risk takers, comme on dit, et qui se positionnent en free riders. On peut le dire de Google, mais sans doute de beaucoup d'autres. Et par rapport à cela, je crois que la question qu'il faut se poser, c'est pas seulement la question du droit, parce que manifestement on tournait en rond tout à l'heure, c'est aussi peut-être la question de la remontée des recettes publicitaires qui viennent du trafic et générés grâce à tous les contenus que vous pouvez mettre sur Internet, remonter donc de ces recettes sur les auteurs et sur les éditeurs. Ça, c'est une première question. La deuxième question qui est liée à celle-là, c'est aussi celle de la domiciliation fiscale avec le numérique qui engendre une mondialisation, disons, qui permet de se balader d'un pays à un autre. Donc je crois que ces questions sont fondamentales, elles n'ont pas été posées tout à l'heure, et ce n'est pas pour déplacer le débat, mais je crois qu'elles sont en arrière-plan. Parce que sans cela, on peut dire que Google, c'est aussi un formidable service, vous avez raison, hein, en particulier pour la diffusion du savoir, pour les consommateurs que nous sommes tous. Le moteur de recherche est pour l'instant inégalé, et donc la question c'est celle de la remontée de ces recettes et de la manière dont on peut l'organiser. Puis le deuxième point que je voulais soulever, et pour rebondir sur ce que disait Christine Albanel, sur la question de la recherche-développement, je crois qu'il faut dégadgetiser le livre numérique. Il y a un enjeu qui est considérable, par exemple, du côté des ressources pédagogiques, où nous sommes très en retard, notamment par rapport aux Anglais. Il y a un travail vraiment énorme à faire pour faire du livre numérique un outil qui soit autre chose que le livre papier transposé avec des micro-enrichissements. Et donc là, je crois que les pouvoirs publics, outre l'aide qu'ils peuvent apporter à la rétroconversion des catalogues et qui, pour l'instant, absorbent l'essentiel des investissements dans le numérique, il faut aussi absolument investir dans la recherche-développement, ce qui n'est pas tout à fait dans l'ADN des éditeurs qui ont beaucoup d'autres choses à faire et qui souvent considèrent que la recherche, c'est celle des auteurs avant tout, et ça n'est pas nécessairement peut-être le développement de nouveaux contenus, sauf quand vous avez des effets de taille suffisants pour pouvoir investir là-dedans, c'est-à-dire quelques grands groupes seulement. Alain, vous voulez répondre, non? Alain, très bien. Christine, vous voulez répondre? Pardon. Allez-y, Christine. Non, juste pour dire que ceci, c'est évidemment très juste. Au point de vue, François Benamou faisait allusion aux possibilités pédagogiques en particulier. On voit qu'il y a là un champ d'action absolument considérable, énormément d'attentes. Mais évidemment, des grands opérateurs sont tout à fait prêts à vraiment s'y investir. Après, cela doit se faire naturellement avec les pouvoirs publics. La difficulté d'ailleurs dans ce domaine souvent scolaire, c'est que les consommateurs ne sont pas les payeurs. Voilà. Les consommateurs étant les élèves et les payeurs étant souvent notamment les collectivités territoriales et l'État. Est-ce que collectivement vous pensez effectivement que l'un des moteurs du développement du livre numérique seront les livres scolaires, universitaires? Il y a beaucoup de spécialistes, notamment aux États-Unis, de ce secteur, enfin du secteur des médias numériques, qui pensent que le vrai point de décollage du livre numérique, ce sera lorsque telle grande université aura offert des programmes de subvention à ses étudiants pour acheter, je ne sais pas, une tablette à 100 $ qui pourra être chargée avec des livres numériques constamment mis à jour, pas très cher, etc. Est-ce que, Françoise, vous pensez que ça va être un moteur décisif? Pour moi, c'en est un essentiel. Les étudiants n'achètent pas, enfin, mes étudiants en tout cas, n'achètent pratiquement pas de livres. Et donc, le retour à la lecture passe en partie par le numérique, mais je crois que les effets de levier sont pluriels. Il y aura d'autres éléments qui joueront. On a évoqué la presse tout à l'heure, c'est absolument essentiel. La relation qui peut se nouer, l'articulation entre la pratique de la lecture de la presse sur le numérique, c'est plus facile qu'un livre entier, et le livre. Donc là, on peut avoir des apprentissages qui se font ainsi. Oui, non, mais ce qui est vraiment dommage dans notre pays, c'est qu'on a pris beaucoup de retard dans la numérisation des ouvrages et la numérisation des établissements. Je ne sais pas encore par rapport à d'autres pays. Moi, ce que je voulais rajouter justement par rapport à cela, ce que vous dites, c'est les éditeurs et le syndicat de l'édition est très attaché à deux lois qui sont actuellement en élaboration. Une qui a été votée par le Sénat, c'est une loi sur le prix unique du livre numérique, justement pour
éviter qu'il y ait ce glissement de valeur dont parle Françoise, que chaque acteur puisse profiter et que ça ne soit pas justement une défense du précaré des éditeurs, mais bien à la fois la reconnaissance du rôle de chacun, la reconnaissance du droit moral des écrivains, de la marque, de l'investissement des éditeurs et de tous les jeux des libraires et spécialisés ou non spécialisés. Et par ailleurs aussi, on attend avec beaucoup d'espoir une baisse du taux de TVA sur le livre numérique. D'ailleurs, on se demande pourquoi, enfin je pose la question un peu à la cantonade, comment se fait-il que on n'ait pas fait ce que l'Espagne a fait par exemple, qui s'est soudainement affranchi de la directive européenne sur les livres numériques? C'est-à-dire, juste sur la TVA, bon, ça c'est un enjeu partagé, je crois, par tous, d'autant plus qu'on le sait, c'est un marché qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de perte, il n'y a pas un danger de perte comme sur la baisse de la TVA sur la restauration, on sait qu'elle était très coûteuse. Ça ne serait pas le cas sur le livre, puisque précisément le marché, il faut aider à le créer. Et une des façons de le créer, c'est faire que le livre numérique soit moins cher, comme le disait à l'instant Françoise Benamou. Juste un mot sur l'Espagne, parce qu'on dit que l'Espagne s'est affranchie en effet de ces règles. Et j'en avais discuté avec la ministre espagnole, Madame González Cinde, mais en réalité, c'est assez compliqué parce que la TVA est réduite si l'on se sert d'une clé USB. Et on revient à une TVA élevée au taux normal si on télécharge directement sur ordinateur. Ouais, c'est donc, et en fait, c'est le ministère, alors je ne veux pas rien dire contre les ministères de l'économie, qui sont parfois des grands adversaires des ministères de la culture souvent, mais ils étaient revenus, en effet, pour qu'il n'y ait pas franchement une baisse de la TVA sur le livre numérique, mais que par une ruse, hop, on récupère une TVA élevée. Et voilà, ce que même ignorait Madame la ministre de la Culture, justement. Okay. Précision intéressante. François. Il faut peut-être expliquer que la raison d'être de cette histoire, c'est que le livre numérique est considéré comme du téléchargement de services et non pas comme un bien. Mais là, je dirais qu'on est non seulement en plein délire, mais c'est extrêmement grave parce qu'avoir deux taux différenciés comme cela de TVA pour le livre papier et pour le livre numérique, ça va limiter la différentiel de prix qui peut exister entre les deux. Et du côté des consommateurs, ce ne sera évidemment pas compris et interprété comme les majors du livre, pardon pour le lapsus, les majors veulent récupérer tout l'avantage de coût qui peut exister sur le numérique. Et donc là, je crois que c'est une porte ouverte vers le piratage qui s'ajoutera à d'autres. Oui, pour juste illustrer, donner quand même un chiffre, parce qu'on dit le numérique est moins cher. Le différentiel de TVA, en France, mais dans beaucoup de pays européens, c'est à peu près la même chose. Le papier, c'est 5,5, 19,6, ça fait 14% d'écart. C'est exactement le coût, c'est le hasard, de la diffusion commerciale et de la logistique pour gérer le papier. Donc, c'est-à-dire toute l'économie, déjà, donc, que l'on a, elle est absorbée elle est complètement absorbée par ce taux de TVA. Alors, moi, je lance un appel parce qu'hier, bon, le forum, c'est un débat. On a Madame la Commission européenne qui a dit qu'elle était favorable. Ce point. Tous les États sont favorables, faisons-le. Parce que finalement, je ne rencontre pas quelqu'un qui ne soit pas favorable à ça. Simplement, en France, il y a eu un projet de dépôt de loi à l'Assemblée et qui a été retoqué. Donc, on est dans un vrai problème. Tout le monde pense que c'est la bonne solution. Il y a eu un dépôt de loi il y a 8 jours, 15 jours, et qui a été, je dirais, refusé. Donc c'est un problème extrêmement grave. Si tout le monde est d'accord, faisons-le. Sinon, ça sera catastrophique sur ce point. Je voudrais, pardon, vous aviez, non? Ok, je voulais me tourner vers Guillaume Milani. Approchez-vous, levez-vous, prenez un micro, qu'on vous voit en pleine lumière. Donc, vous avez une expérience qui est tout à fait intéressante et originale, puisque vous êtes le directeur général et fondateur de Slow Book Farm. Alors, expliquez-nous ce concept, s'il vous plaît. Io ho sviluppato una libreria online con un catalogo selezionato sulla base di 2 criteri. J'ai pas de casque. Bon. Alors, attendez, on va s'équiper de... Pardonnez-moi, c'est moi qui fais une faute logistique. Comment? Criterio interno. On va s'équiper de traducteurs. Merci beaucoup. Attendez, je vous donne celui-là. Prenez-le. Bon, allez-y. Est-ce qu'il y aurait un autre traducteur quelque part? Ah, il y en a un là. Vous me le prêtez? Non, vous le voulez. Bon, ok, gardez-le. Bon.
Merci, c'est très gentil. Merci bien, comme ça me permettra quand même de suivre les opérations. Ok, excusez-nous, Guido, pardonnez-moi. Allez-y, je pense que c'est bon. Je crois que la France est le canal 1. Ho sviluppato una libreria online con un catalogo selezionato sulla base di 2 criteri. Criterio interno, tenere solo gli editori che non praticano l'editoria a pagamento. E che dimostrano sensibilità per le questioni ambientali, uso di carta ecologica. E per le politiche del lavoro, lotta al precariato intellettuale. E un criterio esterno, tenere quegli editori i cui libri siano stati segnalati Oui, oui, oui. Allez-y, parce qu'il y a Guido, il y a la traduction simultanée, donc tout le monde vous suit en direct, donc poursuivez. Ah, ok. Quei libri che siano stati segnalati dalle classifiche di qualità stilate ogni 2 mesi dal gruppo dei 200 grandi lettori. Il motivo che mi ha spinto a creare una libreria del genere è stato quello di difendere una certa idea di editoria e di autorialità di ricerca, insieme a quanti vedono nella produzione editoriale un mezzo e non un fine per lo sviluppo di progetti culturali. Per sviluppare questo modello faccio appello ai lettori forti e consapevoli, che con il loro acquisto mirato e collettivo possono determinare il successo di un'iniziativa. In Italia il pubblico dei lettori forti è anche quello che per esempio permette alla saggistica di avere un mercato stabile, un pubblico che favorisce i libri a coda lunga, come si dice in gergo, anziché i bestseller che durano una stagione e poi scompaiono. Ho dunque seguito dal punto di vista economico il modello dell'economia solidale, farm market e gruppi di acquisto solidali. Attraverso il farm market gli editori solidarizzano e fanno gioco di squadra. Attraverso i gruppi di acquisto solidali si crea, tra i lettori della nostra libreria online e gli editori, una comunità di persone informate e consapevoli del peso delle proprie scelte. Questa comunità favorisce un rapporto attivo con la lettura e col consumo culturale, fa fare buoni affari anche editori di ricerca, normalmente poco visibili o reperibili sul mercato librario tradizionale, mentre consente ai consumatori, grazie agli acquisti collettivi, di ottenere sconti interessanti. Alors dites-nous simplement, je vous interromps simplement une seconde. Est-ce que votre modèle serait quand même transposable à une vision un petit peu plus commerciale? Parce que là, vous êtes entièrement dans un modèle gratuit, coopératif, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, je le souligne, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité d'extension de ce modèle très pratique à une approche plus commerciale, même pour des livres spécialisés sur la recherche, qui est votre fonds de catalogue? Sì, bisogna aumentare il catalogo ed estenderlo a molti più editori di quelli che teniamo attualmente, il che però significa anche snaturare il progetto. Più diventa commerciale il progetto e più si snatura ovviamente. Perché quello che avevo in mente io era creare una bussola, un indice, una guida per il lettore forte.
Est-ce que vous êtes en relation, par exemple, avec des universités ou des centres éducatifs, des écoles, pour développer ce projet? Al momento no, in Italia non ci sono grossi finanziamenti né grossi programmi di sviluppo di attività online di questo tipo. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette expérience. Quelqu'un a un commentaire sur l'approche coopérative? Moi, j'ai un petit peu envie de vous demander, notamment aux éditeurs, à quoi ressemblera le marché du livre dans une dizaine d'années? C'est-à-dire que quand vous vous projetez... D'abord, j'ai une question très simple et très pragmatique pour les éditions Gallimard et Editis. J'imagine que, comme toutes les bonnes entreprises bien gérées, vous faites des plans à 5 ans. Ou à 4 ans, à 3 ans, voire plus. Et où mettez-vous le livre numérique en termes de revenus, en termes de volumétrie, et comment tout ça s'articule? Antoine Gallimard. C'est vrai qu'on fait des plans à 5 ans, même à 10 ans, mais surtout on essaye aussi de ne pas forcément les respecter, ces plans. Hein. Ça dépend dans quel sens, mais vous avez raison. Je dirais que bon, depuis toujours, l'édition, à la fois s'est cru menacée, a failli disparaître et renaît de ses cendres. Je veux dire, quand il y a eu la radio, on s'est dit, ça y est, l'édition c'est fini. Pour les journaux, ça a été pareil. Pour la télévision, c'est pareil. Aujourd'hui, le numérique, pour nous, c'est à la fois une chance, effectivement, pour faciliter cette longue traîne dont on parle, et puis en même temps, éventuellement, de toucher déjà. Notre problème, c'est toujours donner le goût de la lecture, l'envie de lire. Et je pense que le numérique doit être accompagné, on en a parlé ici, j'ai bien aimé cette expression, du respect de l'autre, d'une certaine galanterie, d'une façon de vivre ensemble. Je pense que là, pour nous, effectivement, l'essentiel, ça doit avoir un geste volontaire, donc on peut vraiment créer cet espace numérique, légal, avec une offre attractive. Si on y arrive, et on doit y arriver, je pense que l'édition sera sauvée. Sinon, effectivement, elle peut être engloutie par une aspiration de valeur. Pour revenir à ma question, dans 5 ans, votre chiffre d'affaires, quel pourcentage pour le numérique? Écoutez, là c'est difficile, mais je ne suis pas convaincu que ça soit aussi élevé que les études le montrent. C'est quand même que dans 4 ans, passer aujourd'hui de moins d'1% à 20%... À cause de la nature de votre fonds éditorial, vous pensez ça? Ou des pratiques? Les pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, offrir un livre en fin d'année, offrir une Pléiade, c'est formidable. Oui, ça. Hein? Donc, je pense qu'il y a un goût du papier, il y a un goût du livre, un don. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, on n'en a pas parlé, mais je veux dire, quand vous faites par exemple de la poésie, bon, bah, vous êtes content d'avoir un format PDF et pas un format EPUB, parce que là, il y a eu une réflexion sur la justification, l'alignement, la marge, etc. Je vois, on fait toujours des beaux papiers. Il y a tout un travail de correction, de préparation, auquel les gens sont attachés. Oui, enfin qui existe également dans le livre numérique, parce que le livre numérique... Mais qu'on fasse du riche média à côté, évidemment, on est en train d'en préparer à tous les niveaux. Je suis en train de préparer, par exemple, des productions jeunesse qui seront spécifiques sur iPad, évidemment. Je veux dire, là, on a des opportunités avec iPad qui sont formidables. Mais par contre, je pense qu'il y aura les deux. On doit avoir les deux, mais c'est un geste volontaire. Et nous, on attend beaucoup des sénateurs, des députés, de nous aider et du gouvernement. Arrêtez de demander de l'aide tout le temps comme ça, c'est une habitude terrible. On ne demande pas d'argent. On ne demande pas d'argent. On demande... Écoutez, on a pu sauver ce marché du livre grâce à la loi sur le prix unique, Christine. Hein? Oui. Bon, bah, écoutez, là, ce n'était pas de l'argent demandé. Et au contraire, on a vu qu'on a dit, ouais, cette loi, elle va empêcher les consommateurs de bénéficier d'une baisse des prix. Bah, écoutez, les prix des livres ont été moins importants, ont augmenté moins vite que l'inflation. Juste avant de venir à vous, Alain Cook, votre réaction sur le prix unique du livre en France, c'est de façon universellement acceptée, ça a été un moyen de protéger les libraires. Il n'y a aucun pays, enfin, il y a d'autres pays en Europe qui ont le prix unique? L'Allemagne, oui, pardonnez-moi, oui, c'est exact. Mais alors, en France, ça a marché de façon complètement... quel est votre sentiment par rapport à ça? Il faut souligner que nous respectons les lois et aussi les mœurs de chaque pays où nous travaillons. Il faut souligner aussi que chaque pays a des coutumes. Par exemple, on peut évoquer l'Angleterre où il n'y a pas de prix unique sur le fixe ni l'électronique. En Allemagne où il y a le prix fixe sur l'électronique. Mais comme on a souligné en France, ça a des bénéfices aussi bien pour... tous les maillons de la chaîne, les libraires, les petits libraires, les petits commerces, certes, et ce qui est important, c'est que tous les intervenants adhèrent à ça, mais on suit les lois du pays.
Monsieur, on va vous passer un micro, voilà. Monsieur Plancade, sénateur, comme Monsieur Gallimard parle du Sénat et des députés, le Sénat fait son travail. Il y a 15 jours, vous le savez, donc je voulais le répéter. Et nous sommes en train de déposer avec Madame Catherine Morin-Desailly un amendement pour remettre à 5% la TVA. Je ne sais pas ce que fera l'Europe après, Madame la Ministre, mais bon, on va le faire. Donc je voulais dire à M. Gallimard que le Sénat avait fait son travail. C'est juste pour ça que je vais prendre la parole. Je salue ce travail et votre présence ici. Je poursuis sur ma question sur la stratégie. Alain Cook, vous avez un micro, très bien. Oui, pour compléter, si vous voulez, d'abord, le numérique est pas nouveau, l'édition est plurielle. Si on prend par exemple l'édition professionnelle, déjà plus de 50% de nos maisons d'édition le chiffre d'affaires est représenté par le numérique. C'est déjà une révolution réussie. Ça, c'est une certitude et on vit bien de cette manière-là. Le deuxième point, je pense que la deuxième révolution, Françoise l'a dit, ça va être dans le domaine de l'éducation scolaire. Et là, il y a une certitude qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, tous les ouvrages sont numérisés. Il y a un problème de financement, de développement, mais c'est la prochaine... Alors, à votre avis, sur le livre pédagogique, qui doit être l'acteur principal? Tout le monde. Aujourd'hui, d'abord, bien sûr, les éditeurs, les enseignants, qui sont tout à fait concernés et au premier rang, et de trouver les financements. Ce n'est pas le lieu de débattre ici, mais c'est la prochaine révolution. Elle est d'autant plus importante que pour lire, il faut qu'on le répète, il faut savoir lire. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'apprentissage de la lecture va commencer. Et donc la nouvelle forme d'apprentissage de la lecture de nos enfants aujourd'hui ou de ceux à venir sur numérique vont changer les comportements. Donc la prochaine révolution, mais qui est en route aujourd'hui, c'est celle de l'éducation dans le domaine du numérique. Sur, aujourd'hui, le livre loisir, puisque votre débat posait essentiellement les questions sur la littérature, le livre loisir, aujourd'hui, nous ne sommes pas inquiets. C'est le consommateur qui va décider sur quelle tablette, sur quelle liseuse, sur quel support on peut être. Et que demain, si ça représente 10-15% du chiffre d'affaires, du livre homothétique, c'est à peu près une certitude, ce qu'on ne sait pas si c'est 3 ans ou 5 ans. Vous tablez à quelle échéance dans votre groupe? Écoutez, on pense raisonnablement que voilà, ça va être aux alentours de 10% dans les 3 à 5 ans qui viennent. Mais attendez, je termine. Ça, il n'y a pas d'enjeu. Je suis d'accord avec François, ça c'est le livre homothétique. Bon, il y aura une transposition et ce sont les mêmes lecteurs aujourd'hui qui, dans des circonstances différentes, ce soir, quand on reprendra le TGV, on lira plus facilement sur un iPad et ce soir, en rentrant chez nous, on terminera le livre sur le livre papier dans son salon. Le véritable enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, ils voudront d'autres œuvres. Et Françoise a raison, et c'est ce qui reste à inventer et ce qui fera qu'il y aura un marché du numérique qui nous permettra de nous développer, ce sont toutes ces œuvres nouvelles qui restent agréables et qui séduiront aujourd'hui ces nouveaux lecteurs, ces nouveaux consommateurs de produits dans lesquels inévitablement il y aura des textes plus courts, il y aura de la vidéo. Et ça, on en a, là c'est dans une vision à 5 à 10 ans. C'est celui-là le véritable enjeu. Ce n'est pas le livre homothétique, maintenant c'est fini, la technologie le permet, il y a quelques conditions, juridiques à régler avec un représentant, des conditions commerciales, on les aura avec Orange, on vient de signer avec la FNAC, qui est le plus grand libraire de France, on a mis 6 mois, c'est fait. Maintenant, ça y est, on est dans la réalité de ce problème. Le véritable enjeu, maintenant, c'est l'éducation et les nouvelles modes de consommation, donc les nouvelles œuvres à créer. Et c'est là notre opportunité et notre rôle d'éditeur de savoir les créer. Encore une fois, j'insiste, avec nos auteurs, lorsqu'il n'y aura pas de création, si nos auteurs ne nous les protègent pas. Madame Albanel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec bien ce que dit Alain Cook. Je crois que l'arrivée massive des tablettes, on sait que tout le monde pressent que ce Noël va être celui précisément des tablettes. Pour vous, parce qu'apparemment vous investissez lourdement dessus, donc je vous le souhaite. Non, oui, absolument, mais je crois que ce sont évidemment il y avait avant déjà des liseuses en fait, mais il n'y avait pas une charge fantasmatique considérable autour de la liseuse en fait. Or, évidemment, les tablettes, c'est un fait que Apple a joué un rôle considérable.
on sait que ça va créer un élan, que ça va multiplier les besoins, les possibles, et d'ailleurs les dangers de piratage aussi. Hein. Je crois qu'il faut être bien conscient que c'est impossible à pirater sur un iPad. Hein. J'ai essayé, c'est injouable. En effet, sûrement, mais enfin, les dangers du piratage seront là. D'où l'urgence précisément de travailler ensemble pour faire avancer, pour offrir de nouveaux possibles. De nouvelles œuvres numériques. Moi, je crois qu'en effet, c'est un secteur extrêmement riche, qui est largement inventé pour trouver de nouveaux lecteurs, pour fidéliser les nouvelles générations. Voilà, je le vois vraiment plutôt comme une grande chance. Je pense, comme Antoine, que ça n'ira pas aussi vite que ça en France, ne serait-ce parce que nous avons le réseau de libraires le plus dense en fait d'Europe, et avec un rapport au livre papier qui est quand même très très fort. Mais je pense qu'il y aura les vrais lecteurs auront en effet les deux et passeront constamment l'un à l'autre. Oui, bonjour. Quel est l'anonyme? Je suis là. Qui est là? Alors, bonjour. Pardon. Voilà. Il est là-bas. Bonjour, approchez-vous, je vous en prie, et présentez-vous, s'il vous plaît. Laurent Dassault, moi je trouve ça formidable, et je voudrais remercier les organisateurs du forum de mettre en face Antoine et Google, parce que c'est un peu la souris devant la montagne. Mais Antoine, franchement, est-ce que tu as une chance de gagner? Ah, écoute, je pense que j'ai une chance. J'ai une chance, mais si on n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a, même sur Internet, je pense que ce qui peut jouer, c'est aussi la reconnaissance des marques et des valeurs. Je pense que j'ai une chance de gagner, mais elle n'est pas gagnée. Mais je pense qu'il y a une petite chance, dans la mesure, justement, où on reconnaît quand même toute la valeur de la création, et surtout le fait, tu vois, regarde, pour beaucoup de maisons, il y a des succès annoncés et beaucoup de succès aussi qui ne sont pas annoncés. Et on voit des auteurs émerger. On sait que la vie d'un écrivain est difficile. Mais c'est toujours là. Je pense qu'on aura notre époque aura besoin d'imaginaire. On a besoin, depuis que l'homme est là, on a besoin qu'on nous raconte des histoires ou d'en raconter. Et tant qu'il y aura ce besoin-là, je pense que les éditeurs seront là pour recueillir et pour investir dans cet univers. Françoise, vous aviez quelque chose à ajouter? Juste un mot sur l'éducation. Il y a eu un plan en Angleterre sur 5 ans, même plus, initié par Tony Blair, et donc sur le long terme, pour le livre éducatif, qui a permis à la fois de faire des progrès industriels. Les Anglais sont les premiers pour construire des tableaux interactifs. Sur le plan culturel, on a pu créer des contenus nouveaux. Et donc ça a été quelque chose, mais de long terme. Ça a été une politique de très long terme. Ça, c'est une première remarque. Et peut-être le grand emprunt, puisqu'il y a des personnes ici qui connaissent bien le sujet, le grand emprunt peut permettre de financer un plan du même type, peut-être pas analogue dans son importance, mais du même type. Et ma deuxième réflexion, pour rester dans l'international, c'est sur la Chine. La Chine ne peut pas faire face aux besoins de manuels papier qui va résulter de l'évolution du pays en matière de scolarisation. Et donc, elle va faire du numérique dans le domaine pédagogique de manière massive, avec sans doute des tablettes pas chères et très bien, avec des contenus. Et donc là, il faut regarder ce qui est fait là-bas et se dire que ça peut être transposé dans notre pays par des éditeurs chinois aussi. Et donc là, on a des enjeux qui sont extrêmement importants, qui sont des enjeux industriels, et par rapport auxquels il faut travailler très vite. Très bien, merci. Bruno Racine est avec nous. Voilà, vous avez un micro et vous avez la lumière. Et donc, on aimerait demander qu'un micro non, qui me on offre tout. Et on aimerait effectivement vous entendre sur la numérisation. Par rapport à l'échange qu'il y a eu tout à l'heure, je voudrais peut-être distinguer, il y a peut-être 3 niveaux. Il y a le référencement des ressources numériques, ce que peut faire un moteur de recherche. Il y a la numérisation des œuvres libres de droit, patrimoine, et la numérisation des œuvres encore protégées. Alors sur le référencement des données, je crois que c'est très clair que c'est une question majeure pour que Internet ne soit pas ce désordre et qu'il y ait une prime à la qualité. C'est le sens de l'accord que la BNF a signé récemment avec Microsoft en vue du moteur Bing, mais c'est un accord non exclusif et donc ils peuvent faire école, ces clauses n'ont rien de confidentiel, il n'y a pas de dimension financière, c'est-à-dire que la BNF ne paye pas Microsoft
pour que la qualité de ces données soit reconnue. Et ça, c'est un point sur le plan culturel qui est très important. Sur la numérisation du patrimoine, aujourd'hui, elle se fait en France, de patrimoine écrit, elle se fait essentiellement grâce à une subvention que mon voisin Jean-François Colosimo, le Centre national du livre, nous accorde. Ce sont des sommes non négligeables, mais qui sont 6 millions par an, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce qui serait souhaitable. Or, comme l'a dit Madame Kosciusko-Morizet hier, le grand emprunt ne va aider qu'à la marge à la numérisation du patrimoine, parce que la rentabilisation du patrimoine ancien numérisé est relativement faible, sauf certaines niches qui sont identifiées. Donc, là encore, nous aurons besoin de partenariats. Maurice Lévy est parti, mais il le sait d'ailleurs, il est un des 3 sages nommés par la Commission européenne sur le sujet. Les bibliothèques nationales européennes, collectivement, ont établi une sorte non pas de charte, ce serait pompeux, mais un document qui indique les conditions qui leur paraissent acceptables pour des partenariats concernant la numérisation, que ce soit avec Google ou d'autres entreprises. Et puis, sur la numérisation et l'accès au patrimoine plus récent, protégé, je crois que c'est l'occasion de dire aussi que avec le ministère de la Culture et le SNE et la BNF, nous cherchons un moyen, un peu dans l'esprit de ce qu'avait indiqué le rapport Tessier, de numériser avec l'aide du grand emprunt des pans importants de ce qui est aujourd'hui indisponible, sauf dans des bibliothèques, et d'y donner accès, le cas échéant, en faisant évoluer Gallica ou en lui donnant la possibilité d'être aussi une plateforme non seulement de consultation, mais aussi d'acquisition. Donc c'est encore en stade préliminaire, mais enfin c'est quand même un projet pour lequel donc, des financements publics pourraient être trouvés, pour une rentabilité évidemment qui est plus importante que pour des œuvres plus anciennes. Ceci d'ailleurs n'interdisant pas les éditeurs, s'ils l'entendent, de conclure avec Google des accords spécifiques, puisqu'il n'y a pas de monopole, il n'y aura pas de plateforme qui aura le monopole de l'accès. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Pardonnez-moi. Une question, monsieur Racine, sur précisément, vous avez été en discussion pendant un bon moment avec Google pour numériser votre fonds? Pendant fort peu de temps, à vrai dire. Pendant fort peu de temps, ok. Et alors pourquoi, expliquez-nous pourquoi les discussions ont achoppé? La discussion n'a pas achoppé, elle s'est interrompue parce que a donné lieu à une polémique. Alors, j'avais entrepris ces discussions à l'époque où Christine Albanel était ministre de la Culture, je pense qu'elle s'en souvient. On peut techniquement et juridiquement distinguer une négociation avec Google sur le patrimoine, les œuvres du domaine public. Qui représente quelle part de votre fonds? Oui. On peut très bien, parce qu'il n'y a pas de problème de droit, conclure un accord sur ce sujet suppose une négociation difficile, mais il n'y a pas de problème de droit d'auteur relative à cette partie du patrimoine. Politiquement, on ne peut pas disjoindre le dossier patrimoine du dossier œuvre sous droit. C'est en fait là, c'est-à-dire que tant que Google et les éditeurs français sont en conflit ou n'ont pas trouvé un compromis comme ils ont pu le faire aux États-Unis sur la numérisation et l'accès aux œuvres protégées, il paraît peu vraisemblable que la BNF puisse conclure un accord. Quelle est la raison de ça? Parce que elle est politique. Simplement, la BNF s'enrichit par le dépôt légal qui vient des éditeurs, ne peut pas je ignorer... Très bien. Mais si on part du principe, je ne sais pas quel est le fond d'œuvres orphelines ou sans droit, mais enfin, je crois que pour la British Library, c'est de l'ordre de 40%. C'est dans votre livre d'ailleurs, j'ai lu ça. Oui, oui. Hein, bon, j'ai lu votre livre, très bien. Mais quelle est sur la part du fonds identique qui est chez vous, pourquoi sur cette part-là ne pas avoir fait un deal avec Google simplement sur cette part-là? C'est ça que je ne comprends pas la rationnelle derrière ça. Précisément, parce que là, même si l'œuvre est physiquement indisponible en dehors des bibliothèques, elle reste protégée par le droit d'auteur. C'est là toute la difficulté. Donc il n'y a pas aujourd'hui de cadre... Mais vous pouviez sélectionner les livres. Vous pouviez sélectionner les parties de votre catalogue qui étaient
autorisable à une numérisation sans que cela pose de problème de copyright. Le patrimoine libre de droit. Dans la discussion que nous avions entamée avec Google, elle ne portait que sur des ouvrages libres de droit. Et ce serait l'intérêt, je le dis très clairement, hein, ce serait l'intérêt de la BNF et du contribuable français que de trouver un accord sur cette partie de notre collection. Mais je le redis, on ne peut pas, la main droite ne peut pas ignorer ce que fait la main gauche. La BNF est également très liée à l'édition française, ne serait-ce que par le dépôt légal. Et donc, tant qu'il y a ce conflit entre l'édition française et entre le SNE et Google, il n'est pas possible d'aller. On peut discuter, mais on ne peut pas conclure un accord sur le patrimoine. Santiago, une réponse rapide. En fait, je voulais insister justement sur le fait qu'en Europe, nos partenariats avec les bibliothèques, toutes, on travaille dans 10 pays, portent que sur les livres dans le domaine public. Et je voulais aussi insister sur le fait que cette année seulement, nous avons conclu 3 partenariats de taille avec la Bibliothèque nationale aux Pays-Bas, la Bibliothèque nationale en Autriche et avec le ministère de la Culture en Italie. Donc nous, on est tout à fait pour un travail en partenariat pour justement diffuser ces livres dans le domaine public. Juste avant de poursuivre là-dessus, Monsieur le ministre de la Culture marocain souhaitait prendre la parole. Voilà. Quelques mots très vite. C'est qu'il y a un partenaire qui est absent à nos débats. J'ai vraiment beaucoup apprécié toutes les interventions de M. Antoine Gallimard, mais les auteurs, n'est-ce pas, qui pâtissent justement du téléchargement, de la mise en réseau de leurs ouvrages. Et la prochaine édition, il faut qu'ils soient présents pour qu'ils s'expriment à leur tour, n'est-ce pas? Ça, d'une part, l'approche quantitative de ce grand problème, de ces nouvelles technologies, ne me paraît pas suffisante, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'approche qualitative, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi mettre en exergue. Personne ne peut être contre iPhone, iPad, Internet, mais je dirais en un mot, ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres, comme le marché d'ailleurs. Et par conséquent, il me semble qu'il faut placer un tas de garde-fous, contre la perversion justement de la culture Internet, en une culture du zapping, du prestement dégradable, et de l'insupportable légèreté des contenus aussi. Hein. Et par conséquent, il me semble que actuellement, enfin personne, mais vraiment personne ne peut être contre ces inventions formidables qui permettent l'accès à la culture, ça va de soi. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on est passé là. Hegel, sa prière matinale, c'était la lecture des journaux en papier. Gaston Bachelard, c'était sa prière matinale, la lecture de la poésie en papier. Et maintenant, on passe à autre chose, surtout avec les générations montantes. Leur prière, c'est toujours, on a utilisé le mot lèche-écran hier, et il faut absolument prendre langue avec eux dans un sens très pédagogique pour qu'ils puissent mettre un peu de l'équilibre dans tout ça. Et enfin, il me semble que le mot clé a été prononcé par M. le ministre Frédéric Mitterrand hier, la régulation. Ce n'est pas un concept du passé. Il faut absolument le mettre en œuvre pour pouvoir tirer profit à la fois de ces nouvelles technologies sans pour autant oublier la culture, parce qu'elle est constitutive de tout ce qui nous réunit aujourd'hui. Et évidemment, il faut saluer la promulgation de la loi Hadopi, ça c'est évidemment formidable. Et voilà, je termine par ce mot grec, on l'a cité, et il faut le reciter, pharmakon, c'est pas qui à la fois remet des poisons, faisant en sorte que ces nouvelles technologies ne soient pas un poison, mais plutôt un remède, et comment dirais-je, un vecteur pouvant
faire que la culture soit là, à la fois dans son sens classique, mais aussi dans son sens moderne. Merci. Merci bien. Justement, je voudrais rebondir un petit peu. Pardon, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que monsieur évoquait, sur la culture un petit peu du zapping. J'ai lu, enfin, parmi les livres qui m'ont marqué, moi, cette année, je crois qu'il va être publié chez Robert Laffont, si je ne me trompe, c'est un livre d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Carr, qui s'appelle en anglais The Shallows, les hauts fonds, et c'est un livre tout à fait passionnant qui raconte un petit peu comment le cerveau, il a fait travailler avec des neurologues, et il raconte comment le cerveau se recable en fonction de cette culture du zapping et de cette multiplicité des stimuli auxquels on est soumis. Ma question est très simple aux éditeurs. Vous avez à la fois la mission et l'envie et le désir bien compréhensible, y compris sur un plan historique et patrimonial, de perpétuer ce que vous avez toujours fait, des ouvrages longs, etc. Est-ce que vous vous interrogez quand même sur le fait de créer des ouvrages qui respecteraient toutes les qualités éditoriales qui font l'intérêt de vos maisons respectives, mais qui seraient d'une certaine façon un début de réponse à cette culture un peu du light, mais qui tendrait quand même à tirer les lecteurs, notamment les jeunes lecteurs, vers des lectures un peu longues. Pour être très concret, est-ce que vous envisagez des éditions numériques originales qui seraient sur des paginations, même si le terme est un peu abusif, plus faibles, je ne sais pas, des livres d'une centaine de pages, par exemple? Est-ce que ça a du sens pour répondre à cette évolution de la société? Je pense qu'on ne doit rien s'interdire. Je pense qu'on peut effectivement penser à ce qu'il y ait des éditions plus légères pour les jeunes qui ont besoin d'avoir un accès facilité. N'oubliez pas qu'il y a toujours en France encore des problèmes d'alphabétisation. On a encore des problèmes d'illettrisme. Donc là aussi, il faut se servir de ces images pour les amener vers l'écrit et que la culture de l'écran soit pas effectivement n'efface pas la culture de l'écrit. Par contre, je pense que à l'inverse, il peut y avoir aussi un papier et un enrichissement assez fort du côté du numérique. Je pense qu'on peut, sur des œuvres complètes, sur sortir du livre homothétique. On va sortir du livre homothétique. Ouais. Je veux dire, si on souhaite une loi sur le prix unique pour le livre homothétique, justement, rien ne nous interdit par rapport à un contour qu'on ne connaît pas exactement de ce nouveau média, de ce nouveau produit enrichi, où là, justement, ce qui est important, c'est que l'éditeur puisse avoir sa politique commerciale, tenant compte des différents acteurs qui doivent être rémunérés, vous voyez. Non, mais je pense que rien n'est interdit. Je pense que là, il n'y a pas... C'est à nous d'avoir suffisamment d'inventivité. On a inventé un livre de jeunesse aujourd'hui qui est puissant. On a enrichi un livre de poche aujourd'hui. Je pense que ce sera à nous, et avec les auteurs, d'avoir une offre enrichie. Alain Cook. Oui, tout à fait. En complément, un autre facteur, c'est que nos lecteurs aujourd'hui sont aussi pressés, comme tout le monde, et sollicités par beaucoup d'autres aussi accès médias. Et donc, c'est une obligation de leur fournir finalement des formats plus courts, des consultations, des ventes au chapitre, des abonnements. Et ça, il est évident que nous travaillons et qu'il y aura une évolution, mais encore une fois, par rapport au comportement de ce lecteur. Un autre point également fondamental de notre métier, c'est que pour les plus jeunes, ils pratiquent aujourd'hui très fortement les réseaux sociaux, basés sur le partage, la préférence dans tous les domaines. Et là aussi, si vous voulez, il y aura demain des contenus qui s'échangeront avec des annotations et un enrichissement du livre fait par ces lecteurs. C'est inévitable aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut s'y préparer et s'adapter. Et ce sera toujours de la création, mais encore une fois, ce sera fait par des auteurs et des créateurs. En 1 minute 30, parce que je voudrais donner la parole à un étudiant. Allez-y. Oui, il va marcher, voilà. Juste simplement pour dire en effet que nous pouvons, je crois, mener ensemble ces enrichissements. Et je crois que la dimension communautaire, d'ailleurs, qui a été évoquée à plusieurs reprises, est très, très importante. Ce sont des communautés prescriptrices qui peuvent permettre à chacun de trouver sa place. Et nous menons actuellement chez Orange des projets justement de type communautaire, par exemple autour de l'expérience, autour d'Alexandre Jardin actuellement, ou autour du prix Orange du Livre. Et je crois que ça va être une nouvelle source de lecture pour l'avenir. Très bien. Monsieur, on vous écoute. Vous vouliez poser une question ou faire une remarque, vous les deux, allez-y.
Je commençais d'abord par des commentaires, remarques rapidement. On a beaucoup parlé des nouvelles pratiques, des nouveaux usages et des œuvres numériques. Donc je voulais aborder le fait, par exemple, qu'il y ait beaucoup de blogs, de poésie, de nouvelles, de chroniques, que les gens mettent directement sur Internet, avec des questions sur les droits d'auteur et sur la gratuité qui sont un peu différentes des débats que vous abordez. Donc c'est peut-être que c'est qualitativement différent et que c'est des logiques qui sont moins économiques, mais c'est des choses qui existent et qui sont là et qui sont très présentes sur Internet. Ça, c'était le premier point. Et donc avec la question de finalement aussi de toute cette disponibilité, la question du copier-coller sur Internet, où on parlait de l'éducation. Dans les universités américaines, ils ont un gros problème d'éduquer les gens contre le plagiat, parce qu'il y a une telle disponibilité des ouvrages que finalement le plagiat est une question qui se pose au quotidien, mais ça pose aussi la question des droits d'auteur. On a une éducation dans le milieu de l'université qui est peut-être différent dans d'autres milieux et qui se pose, comme je le disais, dans le collage en art ou dans le mash-up pour la musique. Je pense ça se développe aussi avec les blogs où sur Internet tout est là, on peut tout prendre pour faire autre chose avec. Et du coup, je pense que ça bouscule aussi certaines questions sur la liberté et aussi les droits d'auteur, sachant que des créateurs, blogs, nouvelles, poésie sur Internet, eux-mêmes ont des positions qui ne sont pas forcément celles qui sont défendues aujourd'hui. Et finalement, c'était une autre question, là, vraiment une question, moi j'ai aucune réponse là-dessus, mais peut-être que des acteurs ici en auront. C'était sur la question du développement durable et peut-être donc intégrer le point écologique dans la logique économique. C'est finalement quel est l'impact écologique de ces nouvelles pratiques du livre numérique, d'objets très high-tech par rapport à des livres. Et évidemment, il faut l'énergie pour presser des livres et distribuer des livres, mais il faut également de l'énergie pour des produits high-tech dont on sait qu'avec le progrès, tous les 2 ans, on change d'iPhone, tous les 2 ans, on change de tablette. Donc, est-ce que c'est une question qui se pose auprès de ces acteurs-là, ou finalement, comme souvent d'habitude, on a un peu de marketing de développement durable, mais après, ce qui compte, finalement, c'est faire de l'argent et on ne se pose pas réellement ces questions-là. On va faire un iBook vert qui sera juste un ordinateur moins polluant, mais qui reste un ordinateur. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Françoise Benamou en 30 secondes. Peut-être juste de petites choses. Sur le bilan carbone, il n'est pas nécessairement favorable au livre numérique pour l'instant, hein. Ça c'est une évidence. Et sur le deuxième point, ou le premier plutôt sur le droit d'auteur, c'est vrai que le droit d'auteur va être amené sans doute à évoluer. Et j'avais apporté une très belle citation de Roger Chartier dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Il disait « Comment maintenir le concept de propriété littéraire défini depuis le XVIIIe siècle à partir d'une identité perpétuer des œuvres reconnaissables quelle que soit la forme de leur publication, dans un monde où les textes sont mobiles, malléables, ouverts, et où chacun peut, comme le désirait Michel Foucault, au moment de commencer, enchaîner, poursuivre la phrase, se loger sans qu'on y prenne garde dans les interstices. Et donc il posait la question, effectivement, de l'évolution de ce droit d'auteur dans ce monde de demain. Bon, merci. Juste une dernière question, Philippe Meunière, en 20 secondes. C'est moins une question qu'une interrogation. Je vous entends, messieurs les éditeurs, parler de l'évolution du livre. Donc il y a d'un côté le livre homothétique, de l'autre côté tout ce qu'on peut faire en enrichissant le support. Mais j'ai un vrai doute sur le fait qu'il y a une nécessité, comment dire, démographique et culturelle à enrichir le livre pour continuer à le vendre. Je m'explique. Quand vous regardez ce qui se vend bien auprès des jeunes gens, vous avez parlé aussi de l'abréger, en quelque sorte, de faire plus court. Ce sont massivement Harry Potter, les derniers sont encore plus gros que les premiers et aucun n'était petit. Les bouquins de Stéphanie Meyer, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas petit. Et je crois d'une part que oui, on est tous de plus en plus pressés, mais oui, on perd aussi tous de plus en plus de temps dans les transports et dans un certain nombre de transferts. Moi, je prends le métro, vous voyez beaucoup de gens lire des livres et des gros livres, parce que dans le métro, vous n'avez pas forcément envie de lire une toute petite chose. La pratique, ça n'est pas de lire des petits livres pour se débarrasser rapidement. Et deuxième chose, je pense que les jeunes ne sont pas par définition amenés à penser que la lecture est une expérience comme les autres. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de considérer que la lecture est une expérience unique au sens où elle vous permet d'imaginer et vous êtes privé de cette unicité de l'expérience de la lecture, de cette singularité de l'expérience de la lecture si vous enrichissez le texte. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire pour les petits-enfants, ça va de soi et vous le faites très bien. Mais je me demande s'il n'y aurait pas une erreur, y compris une erreur tactique et commerciale, à considérer que parce que les jeunes sont pressés et parce qu'ils sont jeunes, il faut leur offrir des choses plus petites et bourrées d'images. Je pense que la pratique actuelle prouve que le contraire, en tout cas, est également possible, si ce n'est nécessaire et la seule pratique possible. Bon, ben c'est plutôt une conclusion optimiste. Merci beaucoup.